Bonsoir à toutes et à tous. La question de la collection, c'est une question personnellement qui m'intéresse beaucoup, qui m'est chère, je dirais même, et pour laquelle j'ai consacré quelques articles ou eu l'occasion, heureuse occasion de rencontrer des personnes qui ont beaucoup plus que moi réfléchi à la chose. Et tout de suite, tenez, pour entrer dans le jeu, je ne saurais que vous conseiller cet ouvrage magnifique d'un auteur qui est un essayiste, un historien d'art, sociologue, qui s'appelle Christophe Pommian et qui a publié, je ne sais plus l'année, je ne l'ai pas noté, ce n'est pas bien, Collectionneur, amateur et curieux, Paris, Venise, 16e, 18e siècle. C'est un ouvrage très spécifique, hein, avec un angle de vue très pointu, mais la première partie est une partie où il va poser d'emblée la question de la collection, ce que moi j'appelle le fait de collection. Et d'emblée, je vais le citer, parce que les belles paroles, il faut les diffuser. Une collection, écrit-il, c'est-à-dire tout ensemble d'objets, naturels ou artificiels, maintenus temporairement ou définitivement hors du circuit d'activité économique, soumis à une protection spéciale dans un lieu clos, aménagé à cet effet et exposé au regard. Alors, on ne va pas faire une dissertation et reprendre mot à mot, mais ne serait-ce que déjà cette formule, elle condense d'une manière très puissante la question de la collection. Et plus loin, il y dit encore une formule qui est très forte. Et il dit qu'il faut y voir une institution coextensive à l'homme dans le temps et dans l'espace, produit d'un comportement sui generis, donc qui lui appartient en propre, qui consiste à former les collections dont le rôle principal est celui de lien entre l'invisible et le visible. Donc vous voyez où il se situe. Et ce qui est intéressant, c'est de bien pointer le fait que les collections donc constituent un domaine propre, dont l'histoire ne se réduit ni à celle de l'art, ni à celle des sciences, ni à celle de l'histoire. C'est une histoire autonome, concentrée sur les objets porteurs de signification. Alors, ceci posé, il me plaisait de faire appel... où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Il me plaisait de... partir de ces réflexions de Christophe Pommian, dont je vous signale aussi qu'il a été, il y a 1 an, je crois, et peut-être un peu plus, il a publié tout le travail de sa vie, une histoire mondiale des musées en 3 tomes, qui fait chacun 500 pages, chez Gallimard, faisons de la pub, qui est passionnante pour les 100 premières pages que j'en ai déjà lues. Donc j'ai encore pas mal de temps avant de pouvoir dire que là, c'est vraiment un objet parfait. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est comment, dans la pensée de Christophe Pommian, il va évidemment développer le rôle qui ont été celui des cabinets de curiosité. Parce que ces cabinets de curiosité ont véritablement marqué une étape vers une appréhension plus complète du monde. Ce sont donc des objets, les cabinets de curiosité, qui sont apparus à la Renaissance en Europe. On parle en italien de studiolo et en allemand de Wunderkammer, chambre merveilleuse. Ces collections sont souvent ouvertes à la visite et ce sont ces cabinets de curiosité qui
constituent, qui formèrent en quelque sorte par la suite le noyau des musées, des muséums d'histoire naturelle, des jardins botaniques, etc., etc. Les cabinets de curiosité, ce sont des pièces ou parfois des meubles où sont entreposés, et j'ouvre des guillemets, des choses rares, nouvelles, singulières. Aussi donc, on y trouve un mélange assez hétéroclite qui peut comprendre des naturalia, c'est-à-dire des objets d'histoire naturelle des trois règnes, bien sûr le minéral, l'animal, le végétal, des artificialia, donc des objets créés par l'homme ou des objets modifiés par lui, des scientifica, toutes sortes d'instruments scientifiques, style par exemple des automates, et enfin des exotica, donc plantes, animaux, etc., comme on l'a déjà évoqué à l'instant. Ce qui est intéressant à considérer, c'est que ces cabinets de curiosité ont fait assez tôt l'objet de catalogues, comme on va le voir. Mais avant de rentrer justement dans ces cabinets de curiosité, étant un fou passionné de La Bruyère, j'ai été regarder s'il n'y avait pas chez La Bruyère une de ces petites notes consacrée aux collectionneurs. Et précisément, dans le chapitre de la mode, La Bruyère, 1688, donc, s'en prend aux amateurs de curiosité. Et il présente la curiosité comme une mode et une passion dévorante, ridicule et vaine. Et il conclut: que deviendront ces modes quand le temps même aura disparu? La vertu seule, si peu à la mode, va au-delà des temps. Donc vous voyez comment, d'un coup de plume, La Bruyère balaye en quelque sorte à l'ordre de ce que moi j'appelle un effet de mode, cette passion de la collection. Et là, je pense qu'il se trompe. Quelle audace! Un petit bonhomme du XXIe siècle qui vient dire que La Bruyère se trompe alors qu'il adore La Bruyère, mais ça ne fait rien. Mais parce que ça m'a intéressé de repérer ça dans sa plume, sous sa plume, compte tenu que je ne cesse de proférer une chose: il y a les effets de mode et il y a les effets d'époque. Les effets de mode, je suis d'accord avec lui, c'est superficiel. Ça passe, on oublie. Mais les effets d'époque, c'est constitutif, ça fonde. Et ce qu'il taxe d'un effet de mode, le collectionneur en quelque sorte, ou le fait de collection, eh ben, il se trompe. Ça a fondé, puisque ça a fondé nos musées. Il me paraît donc intéressant d'avoir un œil sur la source des cabinets de curiosité. Et vous ne serez peut-être pas étonné que je vous parle de Marco Polo. Parce que Marco Polo, je ne vais pas le présenter, vous le connaissez tous, nous a laissé un ouvrage capital qui s'appelle « Le livre des merveilles ». Et que ce livre des merveilles est un livre dans lequel, vous le savez, il a décrit les pays d'Asie jusqu'au Japon, et qui est un ouvrage qui a fait faire à la géographie un pas de géant. Et que dans ce livre des merveilles, Marco Polo a fait connaître toutes sortes de peuples, toutes sortes de cultures, les particularités des diverses régions qu'il a traversées du monde. Donc c'est un ouvrage qui est évidemment très important. C'est le premier récit de voyage écrit en français qui donne une vision d'ensemble de la Perse, de l'Asie centrale, de l'Extrême-Orient, de l'Inde et de l'océan Indien, avec donc des enluminures absolument remarquables, comme ces images nous le montrent. Puis il y en a un autre qu'on ne peut pas ne pas citer, parce que ce sont des grands voyageurs et qu'ils ont
justement jouer le rôle de transmetteur, en fait. C'est évidemment Christophe Colomb. Là aussi, pas besoin de le présenter, mais juste illustrer comment ce grand voyageur qui envisageait d'aller jusque dans les Indes lointaines est arrivé finalement pas exactement là où il voulait, donc il a qualifié de noms d'Indiens les gens qu'il a croisés. Il y a eu des corrections qui se sont faites ensuite, mais voilà par exemple ici une œuvre une image qui est intéressante, qui est le palais de Montezuma ou Moctezuma, ça dépend comment on le prend, et justement Colomb décrit en particulier dans ce palais un parfait musée zoo vivant qui regroupe toutes les espèces animales et végétales appartenant au milieu environnant. Et il y décrit des salles et des cages à oiseaux, des lacs d'eau douce et d'eau salée pour les poissons, des édifices réservés aux animaux féroces et lieux destinés à loger les monstruosités humaines. On est là donc avec ces deux grands individus dans les prémices de ce qui va devenir les cabinets de curiosité. Donc, un petit historique pour essayer de bien prendre la mesure de ce que sont ces cabinets et par exemple aller chercher les gravures qui nous en donnent en quelque sorte le ton, comme par exemple le cabinet de Francesco Calceolari. On est très proche de l'artiste italien, d'ailleurs c'est vraiment des histoires d'évolution du mot de l'artiste italien de l'arte povera, Calceolari. Donc, qui était ce Francesco Calceolari? C'était un apothicaire de Vérone qui a constitué un des tout premiers cabinets d'histoire naturelle et dont un catalogue a été publié dès 1584. Et c'est le fils qui a enregistré par la suite. L'ouvrage, notamment, décrit ce cabinet de manière très illustrée, avec notamment une planche dépliante qui en donne une vue générale. Donc, on a ici un exemple de cette planche. On cite beaucoup, quand on parle de l'histoire des cabinets de curiosité, ce Danois Ole Worm, qui lui aussi a possédé un cabinet d'histoire naturelle qui comportait notamment des pièces ethnographiques. Un inventaire a été publié en 1655 et ce qui est intéressant, c'est qu'il a utilisé justement ces collections comme point de départ pour toutes sortes d'explorations en philosophie naturelle. Donc toujours relier cela au savoir. Il en eut aussi une sorte d'approche un peu empirique qui notamment le conduisit à des théories et notamment à nier l'existence des licornes et à établir que leurs cornes devaient être attribuées au narval. Donc on entre là dans des jeux de discussion, de débat. On trouve par exemple à Poitiers un cabinet d'apothicaire, celui de Contant, qui, pareillement, est un rassemblement d'objets qu'il a constitué donc dans cette période du XVIIe siècle, réunion de végétaux rares ou spectaculaires, puis après, il l'a enrichi de souvenirs amérindiens, de coquillages et autres fantaisies. Tout cela pour bien caler ce qu'il en est de je dirais, ce qui définit, j'allais dire, l'ADN d'un cabinet de curiosité. C'est un lieu très ouvert, comme par exemple, en témoigne, puisque je disais que c'était ou des pièces ou des objets mobiliers, cette armoire du musée de Lévin, avec ce théâtre des merveilles de la nature. On est au début du XVIIIe siècle, et c'est un objet très important que ce catalogue du musée de Lévin, une description de la collection de Lévin-Vincent, mais aussi une sorte de modèle pour présenter esthétiquement des collections d'histoire naturelle. Vous voyez, un souci de scénographie, sinon de muséographie, plutôt de muséographie que de scénographie. Bref,
l'objet cabinet de curiosité, il est devenu lui-même le sujet, le motif chez certains peintres dès le XVIIe siècle, comme on peut le voir chez Franz Franken, par exemple, cet artiste anversois, et vous voyez ces tableaux qui montrent donc justement cette accumulation d'éléments de toutes sortes, de différentes natures, aussi bien des tableaux, des sculptures, des objets naturels, les fameux naturalia dont on parlait tout à l'heure. Bref, c'est intéressant ce glissement en quelque sorte, comment ces cabinets deviennent eux-mêmes des éléments de propositions, enfin de sujets picturaux qui peuvent eux-mêmes rentrer dans le cabinet de curiosité en quelque sorte. Et Franz Franken s'en est fait un peu le spécialiste. C'est intéressant si on commençait évidemment à vouloir tout décrire, parce que là on pourrait rentrer dans toutes sortes de considérations par rapport à la notion de collection propre à tel individu, etc. On trouve ça aussi en Allemagne, avec un peintre qui s'appelle Georg Johann Heinz. J'ai retenu, parce que chaque fois, vous voyez que ça nous montre des modalités de présentation qui sont différentes, comme par exemple, ici encore, avec Domenico Rems, un artiste qui est d'origine allemande, mais qui a vécu en Italie, et qui a peint ce cabinet de curiosité comme une espèce d'armoire ouverte sur le monde. Hein. C'est un trompe-l'œil, évidemment, mais ça montre bien tous les objets rares qu'il y a. Et si on rentre dans le détail, on s'aperçoit que beaucoup de ces éléments rappellent l'aller et retour permanent entre la mort et la vie, des vanités notamment. Et donc, ces cabinets de curiosité, on y trouve toutes sortes d'éléments. Et j'ai fait un petit florilège comme cela. Alors, on est au début de la Renaissance, nous l'avons dit, quand les cabinets de curiosité deviennent de plus en plus présents. Et le principe de l'anamorphose est un principe qui va rendre justement les collectionneurs, les créateurs de cabinets de curiosité, ils vont être très férus de tout ce qui est anamorphotique. Donc vous savez que l'anamorphose, c'est un mode de représentation du réel, mais dans une part particulière, enfin d'un point de vue particulier, puisqu'il n'y a que d'un point de vue que vous pourrez prendre la mesure de la figure représentée. Si vous vous décalez, compte tenu que la figure est peinte, mais éclatée dans l'espace, vous ne la retrouverez pas dans son entité propre. Alors, on a dit les naturalia, comme les coraux, ou bien par exemple ce crâne de je ne sais quel type d'animal. On trouve, alors vous voyez, en feuilletant comme cela ce florilège, cela me rappelle, et peut-être à certains d'entre vous, cette magnifique exposition sur le thème de la beauté en Avignon en l'an 2000 qu'avait faite Jean de Loisy pour célébrer le passage au 3e millénaire. Et il y avait beaucoup de pièces qui étaient totalement, directement extraites en quelque sorte de cabinets de curiosité. Par exemple ici, ce noyau de cerise avec une centaine de têtes sculptées. Vous voyez, ça joue sur la prouesse, ça joue sur l'incongru, sur l'original, ou bien encore évidemment l'œuf d'autruche. Hein. L'œuf d'autruche, ça c'est un objet, mais alors cliché du cabinet de curiosité. Moins fréquent peut-être, c'est par exemple cette dent fossile de dinosaure. Donc comment on brasse en fait avec ces éléments que l'on rassemble, on brasse le temps aussi, l'espace-temps. Ici, un brochet crocodile. Ailleurs, un squelette de serpent. Tout cela étant évidemment traité, comme on le sait. Et puis un objet qu'on ne connaît pas toujours, c'est le bézoard. Le bézoard, alors qu'est-ce que c'est? Alors ici, le bézoard de cheval. Qu'est-ce que c'est qu'un bézoard? En fait, c'est un corps étranger que l'on trouve le plus souvent dans l'estomac, et des humains autant que des animaux, et qui a une qualité, c'est qu'elle préserve du poisson.
du poison, pardon, excusez-moi. Donc c'est considéré comme une sorte d'antidote, si vous voulez. Et ça a servi beaucoup d'objets de décoration chez les collectionneurs des cabinets de curiosité des XVIIe et XVIIIe siècles. On l'appelait aussi pierre de fiel ou perle d'estomac. Et jusqu'au XVIIIe siècle, effectivement, on était intéressé au bézoard. En voilà un autre, évidemment serti dans une orfèvrerie de qualité. Selon la tradition médicale, on rapporte que cette pierre était le produit des larmes d'un cerf-chèvre. Donc vous voyez là aussi d'un animal composite. Et puis, vous montrez cette image parce que dès qu'on parle de ces cabinets de curiosité, on a envie de suggérer à tout le monde d'aller rue du Bac à Paris, dans le 7e arrondissement, aller voir la maison d'Hérole, qui est très connue de ceux qui, notamment dans un temps peut-être déjà un peu lointain, faisaient collection de papillons, parce que chez Dhérole, on achète tout le matériel, la boîte, les petites boules de, je sais plus, de naphtaline, je crois, oui c'est ça, si j'ai bonne souvenir. J'ai eu été client quand j'étais tout petit. Et donc voilà, vous avez ici une vue d'un cabinet de curiosité recomposé dans les espaces de chez Dhérole. Dhérole est un véritable musée. Je le dis parce que je connais énormément d'artistes contemporains qui sont tous allés chez Dhérole. Parce qu'il y a quelque chose qui est fascinant. Il y en a même qui ont fait des fois des expositions. Je recommande d'aller faire une visite chez Dhérole. J'aurais pu peut-être mettre Dhérole à la fin complètement, puisque là on retourne un petit peu au 19e, pour vous montrer un objet qui est très intéressant. C'est un cabinet en valise. Donc, en fait, on peut transporter son cabinet de curiosité. Et évidemment, quand on voit le cabinet en valise, dès qu'on on fait une pirouette du côté de l'art contemporain, bah, évidemment, on a Marcel Duchamp immédiatement dans l'esprit. Donc voilà, c'était une espèce de façon de vous présenter ce qu'il en était des cabinets de curiosité. Maintenant, on va aller à Oiron. On va aller à Oiron parce que Oiron, donc dans les Deux-Sèvres, c'est un château absolument étonnant. On a dit 170 km d'ici. C'est vraiment une escapade qu'il faut faire. D'une part parce que c'est un château du XVIe siècle, absolument magnifique. On va regarder quelques images, bien sûr. Mais surtout, c'est que il a été choisi, ce château, pour devenir un cabinet de curiosité contemporaine. Et sous le titre de Curios et Mirabilia, l'ancien directeur du Musée national d'art moderne, Jean-Hubert Martin, quand il a quitté ses fonctions du Musée national d'art moderne à Paris, donc de Beaubourg, eh bien, il a été nommé à la création de cette entité Curios et Mirabilia au sein de ce magnifique château qui fait partie des châteaux de la Loire, quelque part, mais alors complètement au sud. Il est un peu écarté. C'est un monument absolument magnifique, donc que le ministère de la Culture, au début, fin des années 80, début des années 90, inauguré en 93, a choisi de consacrer à un dialogue entre art contemporain et patrimoine. Et c'est donc, je le répète, sous la tutelle de Jean-Hubert Martin que la chose a été créée. Par le biais notamment de la commande publique et par le biais aussi de dépôts, par exemple, du Centre national des arts plastiques, qui est un musée sans mur et qui a une collection très importante depuis déjà très longtemps, à travers le Fonds national d'art contemporain. Alors ce château, il a été élevé au XVIe et XVIIe siècle par le sieur Gouffier, Claude Gouffier. C'est à lui que l'on doit ce château.
grand écuyer de François Ier et de Henri II, qui a notamment 2 images de lui, par François Clouet ici, qui a fait réaliser, autour, un peu avant 1550, une magnifique galerie peinte. Donc, ce château vaut, j'allais dire d'abord en termes de temporalité, par cette magnifique galerie peinte qui est longue de 55 mètres, qui a été totalement restaurée à l'occasion de la réouverture, parce que c'est un château qui était laissé à l'abandon de manière assez dramatique, mais le ministère de la Culture a bien fait les choses. Donc, une galerie de 55 mètres sur le thème antique de l'histoire de Troie. Et là, quelques éléments glorifiant ici François Ier, là, la mort d'Hector, ici, le cheval de Troie, et enfin, ici, l'enlèvement d'Hélène. Je ne vais pas faire un panorama complet de cette galerie. Je vous suggère d'aller voir, parce que c'est vrai que du coup, on fait de l'histoire de l'art dans tous les temps, si je puis dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sieur Gouffier, qui est ici représenté par un artiste belge qui s'appelle Guillaume Bill, qui est un artiste qui a beaucoup reconstitué des environnements. Eh bien, il a imaginé, et c'est en volume, hein, le personnage est en cire évidemment, donc il a recréé complètement une partie du cabinet de curiosité de Claude Gouffier qui est évidemment visible dans le château. C'était aussi quelqu'un, ce Claude Gouffier, qui collectionnait, il avait un tableau de Raphaël qui est au Louvre, et puis un portrait du roi Jean le Bon. Quand on est écuyer de François Ier et de Henri II, il faut toujours être prêt à se dire « et si jamais le roi passait ?» Et nous verrons que, bien sûr, il y avait une chambre du roi qui était prête à accueillir le monarque au cas de son passage. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va regarder ce qu'il en est de ce travail qu'a commis Jean-Hubert Martin dans la mise en place de ce cabinet de curiosité contemporaine. Il a fait appel, alors Jean-Hubert Martin, pour mémoire, ça a été un très grand directeur de musée, et c'est surtout aussi un très grand commissaire d'exposition. C'est à lui que l'on doit une exposition qui fait partie des 4-5 expositions cultes de la seconde moitié du XXe siècle, à savoir Magicien de la Terre, qui était en 1989, au moment du bicentenaire de la Révolution, une manière d'élargir la vision qu'on a de l'art contemporain en incluant dans cette vision des productions artistiques de culture, de peuples qui ne sont pas ordinairement considérés comme des artistes contemporains alors qu'ils sont exactement dans la même périodicité. Et en plus, il a ouvert les portes, Jean-Hubert Martin, grâce à cette exposition, à un regard sur l'art asiatique, notamment chinois, sur l'art indien, sur l'art de Papouasie-Nouvelle-Guinée, enfin sur l'art africain. Aujourd'hui, ça devient, c'est monnaie courante dans une collection d'art contemporain que des artistes chinois, africains, indiens soient présents. Eh bien, c'est beaucoup à Jean-Hubert Martin, il faut le dire qu'on le doit, parce qu'il a ouvert notre horizon de curiosité contemporaine. Commençons. Non pas, on ne va pas faire la visite du château. Je vais plutôt regrouper un petit peu par des éléments qui peuvent rassembler la naturalia, comme on le disait tout à l'heure, exotica, etc. Donc voilà, par exemple, ici, vous avez dans la galerie des chevaux, un artiste qui est d'origine, je crois, allemand, oui, c'est ça, Georg Ettel,
qui fait un travail de dessin très précis, vous voyez ici. Il a fait dans l'espace sous les voûtes, donc de la galerie des chevaux, il a représenté toute une série de chevaux, reprenant d'ailleurs une inscription qui figurait. Ici sont les figures retraites au naturel des plus renommés chevaux du roi Henri, deuxième du nom, qui était en son écurie, à son avènement à la couronne. Donc voilà, il reprend en quelque sorte, il s'appuie sur un référent historique pour faire une galerie des chevaux, les chevaux de Waron. On trouvera par exemple dans une salle, parce que chaque salle, voilà, on a donné des noms, la bataille de Midway par un artiste irlandais qui s'appelle Ian Hamilton Finlay, écossais, pardon, pas irlandais, excusez-moi, et qui va ici restituer la bataille aéronavale de Midway entre Américains et Japonais dans le Pacifique en 1942. C'est une représentation qui se veut, on va dire, polysémique en quelque sorte, et qui privilégie le bucolique. Vous voyez, on a l'impression d'un champ de promenade. Et on entend, quand on pénètre dans la salle, un bourdonnement d'abeilles. Vous avez déjà entendu le bourdonnement d'une ruche. Eh bien, ce bourdonnement se mue petit à petit en vrombissement d'avions. Et vous voyez, les ruches ont la forme d'ogives de bombes. Donc c'est toute une translation, en quelque sorte, du matériel de guerre à une sorte de paysage naturel. Quand on rentre dans le château, on est en effet accueilli par les enfants de Waron. Alors, c'est Christian Boltanski, que vous connaissez irrésistiblement, et qui travaille sur ces figures de l'enfance qui, pour lui, disparaissent dès lors que l'individu grandit. C'est-à-dire que Christian Boltanski a toujours considéré que quand il utilise les images d'individus à différents âges, eh bien, ces gens-là ne sont plus en tout cas tels qu'ils sont représentés par ces documents. Donc, il a systématiquement, à cette époque, je vous ai dit, ça a été créé, inauguré en 1993, il a systématiquement pris les enfants de Waron en photo, ce qui introduit évidemment le peuple de ce village de Waron dans le château, ce qui n'était pas exactement la situation à l'époque. Donc une manière de faire rentrer la population de Waron. Et on peut imaginer que tous ces enfants qui ont grandi, en souhaitant qu'ils soient tous encore là, mais la vie est la vie, ils reviennent de temps en temps avec peut-être leurs enfants pour leur montrer comment, etc. Dans le couloir des illusions, on trouve le travail de Felice Varini, qui résonne parfaitement avec la question de l'anamorphose, puisque c'est exactement sur ce tempo-là que travaille Varini. En représentant dans l'espace, comme vous le voyez ici, des formes totalement déconstruites, je vais dire déformées, pour me faire bien comprendre, et il dispose au sol un miroir. Alors, il y a 4 ellipses qui sont disposées dans ce couloir, et au sol, un miroir, et quand vous regardez dans le miroir, en vous plaçant de manière adéquate, eh bien, le cercle va se former. Donc, il y a ce jeu d'illusion optique, évidemment, qui est vraiment, comme on l'a vu tout à l'heure, avec le cylindre miroir, un principe de figuration qui était très en vogue dans les cabinets de curiosité. Il y a eu au Musée des Arts Décoratifs, il y a 30 ans, une très belle exposition sur le thème de l'anamorphose. Il y a un petit catalogue
je recommanderais à la bibliothèque du FRAC Artothèque Nouvelle-Aquitaine de l'acquérir. On doit pouvoir le trouver encore certainement. Ce principe de l'anamorphose, alors vous voyez ici sur l'image, on voit bien que la photographie n'a pas réussi à prendre le cercle parfait. Il y a une petite cassure qui est sur le côté gauche, à peu près dans le carré gauche, là, sur la fenêtre. Là, la photographie n'est pas complètement exacte. Et puis dans ce tempo-là, vous avez un personnage très célèbre. C'est un artiste suisse, originaire de Berne, qui nous a quittés maintenant, mais qui a réalisé tout un travail. Alors, l'anamorphose, c'était son ADN, on va dire. Et il a multiplié les propositions avec toutes sortes d'objets, de sculptures. Je pense, par exemple, là, vous voyez, c'est une sculpture qui représente une figure inversée et qui redevient dans le miroir complètement à l'endroit. Il faut fouiller le travail de Marcus Redd, c'est un très très bon artiste. Il y a une salle, ou du moins un salon, pardon, de la peinture ultime dans le contexte de ce château. Alors évidemment, à travers le choix qu'a fait Jean-Hubert Martin de tous ces artistes, il y a une prise de conscience objective de la création artistique innovante, on va dire. Et puis, il y a aussi ses choix à lui, bien sûr. En tout cas, on y trouve une peinture de Bertrand Lavier. Bertrand Lavier, c'est un artiste qu'on connaît bien et qui, c'est l'auteur tout récent, ça a fait un petit peu polémique dans la presse. C'est lui qui vient de faire l'hommage à Johnny Hallyday, qui est à côté de l'Arena Accor à Paris, avec la moto perchée sur un pilier. Ici, c'est une œuvre plus ancienne, jaune cadmium. Alors, le travail de Lavier, c'est celui, en fait, toujours de la confrontation de deux modes, on va dire. D'un côté, ici, cette œuvre, elle est peinte, des grosses touches de peinture jaune, et de l'autre côté, c'est la photo de l'espace peint. Il y a toujours cette conjugaison entre le réel et une représentation du réel. Ici, par exemple, dans ce salon de la peinture ultime, une œuvre de l'artiste culte de ce groupe japonais qui s'appelle Gutai. Ça, c'est les années 50, fin des années 50, début 60. Kazuo Shiraga, qui est un artiste qui exécute la peinture à travers des actions qui sont assez spectaculaires, puisqu'il s'accroche à une corde et il va disposer au sol une toile de la peinture et il va la traverser en se balançant sur cette corde et il va faire une forme de peinture, évidemment abstrait expressionniste, c'est une réplique à la peinture américaine dans une forme de chorégraphie qui est celle d'un instant. Donc le salon de la peinture ultime, avec ce nom de Rhône qui m'a quand même beaucoup rendu curieux, et j'ai appris que c'était un monstre légendaire qui ressemblait à un croisement entre un tigre et un loup. Et en fait, c'était pour acter le fait que c'est une peinture qui est beaucoup plus de l'instinct que du mental. Dans ce salon de la peinture ultime, on trouve le travail de l'artiste Niel Toroni, qui est un de ces artistes essentiels de la scène des années fin 60, début 70, dans cette réflexion presque structuraliste, on pourrait dire, de la question de la peinture. Niel Toroni a participé
avec Daniel Buren, avec Olivier Mosset, avec Michel Parmentier, à la création d'un groupe assez fugace qui s'appelait BMPT, d'après leurs initiales, et qui se sont souciés de mettre à plat les pratiques de la peinture, notamment dans une sorte d'événement très important à l'auditorium du Musée des Arts Décoratifs en 1967, où ils ont travaillé sur la scène leur peinture. Ici, Niel Toroni, lui, a mis au point en quelque sorte un processus de travail qu'il n'a jamais quitté depuis 60 ans et qui est donné par les empreintes de pinceau numéro 50 à intervalles réguliers de 30 cm, tel qu'on le voit ici dans ce dessus de porte. Dessus de porte, hein, c'est une tradition dans les châteaux. Un travail qui finalement met en exergue non pas le degré zéro de la peinture, mais le degré peinture de la peinture. Il me semble en tout cas. Comme d'ailleurs on pourrait en parler évidemment aussi de Claude Ruteau, lequel nous a quittés il n'y a pas très longtemps et qui a développé, lui, un travail fondé sur un discours qui était... tout d'un coup, j'ai un blanc. Pardonnez-moi, je ne sais pas si je l'ai sous les yeux. Méthode. Définition méthode. Pardon. Un petit trou de mémoire que je n'avais pas noté sur mon papier. Définition méthode. Le principe de travail de Claude Ruteau qu'il a posé dès le début de son activité, peut se résumer ainsi. Une toile peinte de la même couleur que le mur sur lequel elle est accrochée. Et c'est ce qu'il va faire ici, dans la chambre du roi, pour, en quelque sorte, pallier le vide du mur des différents moellons nus de cette pièce, et dans cette chambre très lourde, parce que c'est une chambre chargée, décorée, chambre du roi, le sieur Gouffier avait soigné la chose. Donc, vous voyez, on aperçoit comme des fantômes, on pourrait dire, de peinture, des toiles carrées, des toiles rondes, car le propos est effectivement de se fondre dans le décor. Le travail définition méthode de Ruteau est un travail qui s'apparente évidemment à des postures minimalistes et conceptuelles. Nous sommes dans cette période où ces tendances-là dominent puissamment la scène artistique internationale. À preuve, le travail de Sol Lewitt, que l'on connaît avec ses fameux wall drawings, ces fameux wall drawings qui sont toujours, quand on est très précis dans la nomination de l'œuvre réalisée, accompagnés d'un hashtag 752, par exemple, c'est le 752e wall drawing. Ça veut dire qu'en fait, Sol Lewitt, c'est quelqu'un qui est pleinement conceptuel. D'ailleurs, il le disait lui-même, il était plus conceptuel que minimal, puisqu'il produit des concept de tableau qu'il fait réaliser par des collaborateurs, qu'ils soient proches de lui, généralement de son vivant, c'était comme ça que ça se passait, mais il y a tout un protocole aussi de travail très intéressant qui est que l'œuvre, évidemment, elle va pouvoir être refaite d'un endroit à l'autre, mais il faut qu'à chaque fois elle soit documentée, elle soit signalée à l'avocat qui dispose des contrats, etc., etc. C'est tout un processus qui n'est pas toujours facilement, n'est pas perçu comme cela au regard simplement, puisque le travail est un travail de couleur et effectivement de figures géométriques. Dans cette séquence, vous l'avez compris, consacrée à la peinture, le travail d'un artiste, je crois d'origine serbe, si j'ai bonne mémoire, Braco Dimitrijević, enfin yougoslave à l'origine, c'est ça, Braco Dimitrijević,
qui était très présent sur la scène artistique française. Il y habitait d'ailleurs, mais qui a un petit peu disparu, comme on dit, mais sans négatif. Hein. Simplement, voilà, c'est le lot des artistes aussi. Donc, qui a créé toute une série de triptyques post-historicus, triptychos, pardon, post-historicus, où il remet en jeu, comme cela, des éléments alors ici, il va jouer justement sur l'histoire du château, pour y inclure aussi, à sa manière, les villageois et les jacqueries. Donc, en fait, il va jouer vraiment sur cette histoire de jacquerie et pouvoir ainsi opérer une conjugaison entre culture savante, la peinture traditionnelle, on va dire, et culture populaire, et aussi nature. Ici, donc, c'est une proposition intitulée « La dernière bataille de Paolo Uccello ». Je vous renvoie à la Grande Galerie du Louvre. Magnifique tableau où on voit les chevaux avec les lances. Dans une forme, là aussi, décalée de la peinture, la salle des faïences de Anne et Patrick Poirier, qui sont des artistes dont on sait combien la culture italienne les a définitivement marqués à partir du moment où, dans les années 60, fin des années 60, ils étaient pensionnaires à la Villa Médicis. Et là, ce sont des pierres qui sont directement sorties, je crois, de carrières florentines et avec lesquelles il joue en contrepoint de paroles qui sont en fait présentées ici visibles, mais en fait chacune est recouverte d'un épais velours bleu qu'il faut soulever pour les découvrir, avec donc les mots qui sont en lettres d'or et qui ajoutent une sorte de couche, on va dire, mentale supplémentaire à l'image que la coupe de la pierre a donnée, et qui est un peu comme les pierres de Chine. Et les paroles évoquent des sentiments de toutes sortes, comme de violence, l'inquiétante étrangeté du trompe-l'œil, l'art de la mémoire, le théâtre du monde. Donc c'est toujours dans cette manière mémorielle que le travail de Anne et Patrick Poirier se présente. Dans une autre salle, qualifiée Salon du Soleil, on peut trouver le travail d'un artiste qui est apparenté au land art et qui s'appelle Charles Ross et qui, ici, va jouer en contrepoint d'un objet qu'on trouve souvent dans les cabinets de curiosité, qui sont les calendriers runiques. Et Charles Ross va en créer une autre forme en enregistrant jour après jour la brûlure du soleil à travers une lentille judicieusement orientée sur une planche peinte en blanc. Et le cycle débute donc dans la salle à droite de la cheminée avec le 21 mars et se poursuit de haut en bas et de gauche à droite sur les 4 murs, comme on peut le découvrir à travers ces images. De plus, ce qui constitue pour lui une forme de l'année, donc travail sur le temps, évidemment, mais en même temps, vous voyez, qui présente un aspect pictural, bien sûr. De plus, comme vous le voyez au sol, une double spirale est insérée dans le pavement céramique de cette salle et reprend les brûlures en miniature sur des plaques de métal. Dans ce salon des belles lettres rabelaisiennes, l'artiste allemand Lothar Baumgarten propose un travail assez singulier, comme vous le voyez, de papier coloré, collé sur le mur et frappé de mots ou de textes. En fait, l'idée de l'artiste,
c'est une représentation, comme le titre l'énonce, des animaux de la pleine lune, sous la forme d'une cosmographie de la Touraine. Donc, ce ne sont pas simplement les animaux, il y a aussi la faune, la flore, les ressources naturelles, aussi bien que des citations de Pantagruel. Et quand on rentre dans le détail, voilà, on voit un tas d'éléments et les différents animaux, par exemple, eh bien, sont placés en hauteur en fonction de leur position dans la nature. Donc les oiseaux sont en haut et les animaux comme les lapins ou je ne sais quoi sont plutôt au niveau du sol. Très belle orchestration, on va dire, symphonique et colorée et langagière de cette œuvre de Lothar Baumgarten. Là, c'est un petit peu plus dur à percevoir, pour le moins, mais c'est une pièce très intéressante d'un artiste allemand passionnant qui s'appelle Wolfgang Leeb et qui, dans cette salle qu'on a baptisée les ouvrières de la Reine, vous imaginez bien que déjà, compte tenu du titre, c'est que toutes les parois de cette salle ont été recouvertes de cire d'abeille. Donc on joue sur l'olfactif. Dans les cabinets de curiosité, on n'hésitait pas à mélanger, à faire appel à tous les sens. Et là aussi, dans ce château de Waron, donc, Jean-Hubert Martin a proposé à Wolfgang Leeb de créer un espace dans lequel on ne rentre pas, parce qu'on pourrait risquer d'abîmer la cire elle-même. En tout cas, les plaques donc, sont ajustées les unes sur les autres, recouvrent totalement les murs. Il y a non seulement cette odeur, ce parfum en fait, et il y a aussi cette couleur jaune qui est assez fort. Je recommanderais à tout un chacun qui en aurait l'occasion d'aller en Pyrénées-Orientales voir la chambre de cire pour une montagne que Wolfgang Leeb a créée. J'ai perdu le nom, il ne me revient pas, je ne savais pas que j'allais le prononcer, mais vous faites Wolfgang Leeb, chambre de cire pour une montagne, il faut grimper pendant 1 heure à pied, une espèce de randonnée, et vous arrivez dans un espace, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, je vous recommande d'y aller. On parlait d'art conceptuel tout à l'heure, et notamment avec Sol Lewitt, même si on peut parler d'art minimal. Là, on est vraiment sur le mode du conceptuel pur et dur, je dirais, avec une commande qui a été passée à Laurence Weiner, ou plus exactement un statement, comme il les appelle, puisqu'il ne produit que des énoncés. Il ne produit que des énoncés. Le catalogue raisonné de Weiner est très intéressant. C'est un gros bouquin où chaque page, il y a un énoncé. Par exemple, alors il est en anglais, là je l'ai en français, lambeau de tissu blanc, entre parenthèses, attaché aux arbres. Cet énoncé, si vous achetez une œuvre de Weiner, vous avez la charge de la mettre en œuvre ou pas. Vous pouvez ne jamais la mettre en œuvre. Et vous pouvez la mettre en œuvre de quelque manière que ce soit, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, par exemple, le commissaire de l'expo, je pense que c'est Jean-Hubert Martin, peut-être qui a décidé de la mettre en œuvre dans une espèce d'inscription sur le mur. Mais il aurait pu aussi la mettre en œuvre en attachant des lambeaux de tissu blanc aux arbres dans le parc de ce château de Waron. Ou bien il aurait pu ne rien faire et dire simplement par un cartel que ça fait partie de la collection. Dans cette qualité-là, on trouve un ensemble d'œuvres de Onkawara dans une chambre qu'ils ont appelée de l'espace-temps, et c'est à peu près cohérent pour le moins, puisque le travail, alors c'est un travail là encore sur le plan de son protocole qui est plus complexe qu'on ne l'a généralement en tête, parce qu'on connaît ce qu'il appelle des date painting. En fait, le titre, ce n'est pas date painting. Le titre de chaque pièce, c'est le jour qui est
la date qui est peinte sur la toile. Donc ici, il y a January 10, 93, February 7, 93, etc. Pas toutes les énoncés. En fait, l'œuvre de Onkawara ne se contente pas que d'être cela. Il faut en avoir une bonne connaissance pour en apprécier encore plus, justement, ce rapport à l'espace-temps. C'est que d'abord, ce n'est pas du tout un travail quotidien. Il peut très bien faire 4 toiles le même jour. Elles vont toutes porter la date du jour. Il se peut aussi qu'il n'en fasse aucune. Donc il y a des jours qui ne seront jamais. Faut savoir qu'il fait fabriquer des châssis qui sont assez épais. On le voit d'ailleurs sur l'image. Et la toile doit recouvrir totalement le châssis. Enchâsser le châssis. Pour faire comme une espèce de, on va le dire familièrement, une brique. Pour que ça devienne un volume, si vous voulez. Ensuite, l'œuvre est conservée dans une boîte en carton spécialement créée pour chaque pièce. Et dans cette boîte en carton, il y a une coupure du journal du jour de la ville où il est, coupée au format qui est dans le fond de la boîte en carton. Et chaque œuvre a un sous-titre qui est une phrase extraite de cette coupure de presse. Et je ne vous dis pas comment il inventorie chaque œuvre qu'il réalise, si je suis en train de vous le dire, sur des sortes de grands calendriers par des couleurs, etc., etc. On a souvent idée que soit on n'en a vu que des noirs, soit on a vu que des bleus, mais il y a des rouges, il y a des vertes, il y a des formats plus grands, des formats plus petits. C'est un peu dommage, c'est que dans le niveau médiatique, on voit toujours le même format. En tout cas, c'est un travail très étonnant, dont, effectivement, qui est un travail sur le temps qui s'écoule. Et cette obsession du temps, elle se retrouve notamment dans les catalogues de Onkawara, qui mentionnent non pas sa date de naissance, mais le nombre de jours qui s'est écoulé depuis qu'il est né, et du jour, évidemment, où s'ouvre l'exposition. Sur un tempo très différent et plus volumétrique, on va dire, on rentre là avec, dans la salle, grande salle du roi, la salle d'armes, avec un des artistes du nouveau réalisme que l'on connaît bien, d'ailleurs un des derniers survivants, hein, il y en a 2, je crois, seulement de survivants de ce groupe. Enfin, j'espère me tromper, mais je ne crois pas. C'est Daniel Spoeri et Gérard Deschamps. Donc, lui, il va réaliser toute une série de figures qu'il appelle corps en morceaux et qui renvoient évidemment à l'époque médiévale, à la guerre, portraits d'hommes qui sont un peu plus grands que nature et qui sont habillés en guerriers dans un principe de collage et de récupération d'objets du réel. Alors en fait, tout ça est toujours très subtil, car l'œuvre fait écho à un texte de Rabelais, Anatomie de Carme prenant quant aux parties externes. Et quand on lit le texte de Rabelais, c'est un énoncé. Les orteils avaient comme une espinette, les ongles comme une vrille, les pieds comme une guinterne, les talons comme une massue, la plante comme un crésiou, j'ai pas la traduction de chaque mot, hein. Les jambes comme un leurre, les genoux comme un escabeau, les cuisses comme un créquin, les hanches comme un vibrequin, le nombril comme une vielle, les couilles comme une guedouffe, je ne sais pas ce que ça veut dire dans l'ancien français, les fesses comme une herse, les reins comme un pot beurrier, voilà. Il a joué sur ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, tous ces travaux sont dans une pertinence avec la tradition d'abord des cabinets de curiosité, mais aussi l'univers, notamment au regard de Rabelais, puisqu'on n'est pas très loin. Ici, ce sont les frères Linares qui viennent du Nouveau Monde, du Mexique très précisément, avec toutes sortes de personnages totalement hybrides qui sont faits de papier mâché et de peinture
et qui sont comme des figures un peu effrayantes, macabres parfois, inquiétantes, et qui parlent de cet esprit mortifère hispano-mexicain. Ici, on est dans le Salon des Ondes, avec à nouveau Spohéry et une pièce assez étonnante réalisée antérieurement, comme vous voyez par la date, Pharmacie bretonne. Les 117 fioles sont totalement bien répertoriées, inventoriées, proviennent de sources et de fontaines bretonnes. Elles possèdent toutes des vertus curatives et prophylactiques spécifiques. Donc vous voyez toujours la médecine qui est derrière, notamment certains de ces objets de curiosité. Ici, une magnifique pièce de Tony Grand qui va nous proposer une sorte de parallépipède qui est construit à partir d'anguilles noyées dans une gangue de polyester. Et c'est pour insister notamment sur l'aspect géométrique qu'il y a dans la nature. C'est une série de travaux qu'il avait fait à la fin de ces années 80 avant de nous quitter et qui sont de très très belles forces. Il y a notamment une pièce comme ça, mais qui est toute une sorte je trouve pas le mot, mais pas un bâton, plus qu'un bâton, mais comme en Bretagne, le domaine de Kerguénec. Il y a une très belle pièce de Tony Grand. Dans ce rapport à la nature, par exemple, vous avez le travail dans ce Salon des Ondes de Hubert Duprat. Alors Hubert Duprat, il réalise une pièce très intéressante, mais parfaitement caractéristique de ce qu'on appelle un cabinet de curiosité, là encore. Ce travail sur les trichoptères, qui sont des larves de papillons qui vivent dans les ruisseaux et qui se construisent eux-mêmes leur maison, à l'inverse donc des escargots, qui l'ont sur le dos, et qui rassemblent pour cela toutes sortes d'éléments de leur environnement, gravier, morceaux de bois, coquilles, etc., et vont les coller ensemble par le biais d'une substance qu'ils produisent, qu'ils sécrètent, pour en faire de petits étuis. Et lui, ce que fait l'artiste, c'est qu'il va faire un élevage de trichoptères et leur donner non pas ce que l'on trouve dans un ruisseau de manière naturelle, mais des éléments d'orfèvrerie et de joaillerie, comme vous le voyez ici. Des perles, des fragments de paille d'or, etc. Trichoptère de Hubert Duprat. On pourrait aller voir par exemple chez Giuseppe Pennone comment lui, dans la chambre des mutants, il va travailler sur la peau du serpent, mais la peau délaissée après leur mue, et les installer, ces peaux, il les enroule autour d'une sorte de fine tige de verre verticale, dont le socle est posé sur une feuille de papier et sur laquelle il a apposé, lui, les empreintes de ses coudes. Donc, il y a une espèce d'inversion, si vous voulez, entre les deux espèces, le serpent et l'humain, puisque lui, il l'a fait en rampant sur cette feuille de papier, alors qu'il a dressé à la verticale les peaux de serpent. Donc on est toujours dans des situations qui sont effectivement des transpositions de l'ordre naturel. Ici, dans un espace consacré au thème de la salle à manger, on trouve l'artiste belge qui fait un travail absolument étonnant de scie circulaire, mais selon les faïences de Delft. Alors, le travail de Wim Delvoye, on le connaît bien, c'est toujours cette manière de décalage aussi, et en même temps, évidemment, comment il y a une agressivité supplémentaire dans la représentation de ces paysages de Delft par le fait de la dentelure de ces scies. Mais vous avez vu, l'armoire, c'est vraiment l'armoire de rangement classique. Alors, par rapport à la salle à manger, il y a
un artiste d'origine suisse, Raoul Marek, qui a réalisé une œuvre absolument étonnante, qui est la salle à manger du monde. En fait, il s'agit d'un ensemble, on va dire d'un vaisselier, mais pas que, puisque, comme on va le voir tout de suite, ce vaisselier est accompagné d'une serviette et d'un verre. Et chacun est au profil d'habitants de Waron. Et chaque année, le 30 juin, est organisé au château de Waron un grand déjeuner. Et chacun d'eux, évidemment, alors évidemment avec le temps qui passe, il y en a certains qui sont partis, mais chacun d'eux ont ainsi leur assiette à leur profil, la serviette aux empreintes de leurs paumes de main et évidemment les verres, l'empreinte de leurs lèvres gravées sur le verre. Et on fait une fête comme on faisait jadis dans les châteaux, mais là, c'est les villageois une fois, c'est les gens du village qui sont invités. Donc il y a aussi ce souci dans cette organisation de ce château, à travers ce curios et mirabilia, de faire en sorte que la population devienne vraiment l'habitant du château. Fabrice Ibert, à l'époque où il gardait encore son T à son nom, a réalisé une œuvre assez improbable en quelque sorte, mais très étonnante. Un dossier, vous voyez, 50 pages, création d'une entreprise de bonbons à Waron et toutes ses applications. Avec non seulement le projet, dans la qualité d'artiste entrepreneur à laquelle il tient de manière très forte. Donc ici, c'est les très bons bonbons de Waron, c'est une table, on ne voit pas très bien, mais il y a tous les éléments de réflexion. C'est le principe de travail, notamment de Fabrice Ibert, de développer, multiplier les actes, en quelque sorte plastiques, des notes, des petits objets, des maquettes, et le tout constitue l'œuvre. On trouve encore, par exemple, dans une très belle pièce ronde qui fait partie des tours du château, une salle de la lévitation avec ce travail magnifique de Tom Shannon, un artiste anglais qui travaille beaucoup justement sur le magnétisme et qui réalise ici une pièce qui est vraiment vouée à la méditation et à la contemplation et surtout à l'étonnement, parce que quand vous la découvrez, vous vous demandez comment ce demi-sphère supérieure peut vraiment tenir. Il a ici représenté une allégorie de la Terre et du cosmos. Il l'appelle des centres à centres, comme vous l'avez vu. Et donc, il joue sur les effets du magnétisme. Quant à Bill Culbert, un autre Anglais, lui, il joue sur la lumière et réalise cette pièce très étonnante de verre de vin. Alors, il y a aussi l'olfactif qui intervient, bien sûr, et un dispositif d'éclairage qui, en fait, crée sur la table où sont posés ces verres la figure d'une ampoule. Donc, une espèce de renversement comme ça. Pour en revenir à des éléments de nature, on va trouver par exemple au pied de l'escalier d'honneur une très belle œuvre de cet artiste aujourd'hui disparu, James Lee Byers, qui participait à tous ces vernissages avec un masque noir sur les yeux, un peu mystique le personnage. Cette corne de licorne, on en parlait tout à l'heure, effectivement, la corne de licorne, c'est un objet mythique des cabinets de curiosité. Donc, on est toujours avec un travail très épuré, très immaculé, je dirais, chez James Lee Byers. Et cette corne de licorne est faite d'une corne de narval, bien sûr, et d'un bloc de marbre, sans doute de Carrare, d'un blanc très puissant.
dans ce jeu, justement, autour de la licorne, voilà ici le travail de Thomas Grünfeld, dans la salle des halls et des volants, qui, lui, est un artiste qu'on va voir aussi tout de suite après dans une autre salle, et qui joue beaucoup cette conjugaison entre des éléments improbables, comme évidemment cette figure de cheval, avec cette corne, donc ce Pégase, et ses ailes d'ange posées sur sa... c'est pas sa croupe, mais sa colonne vertébrale. Je ne voulais pas dire dos, parce que ce n'est pas exactement le mot. Le même Grünfeld a multiplié ces figures de monstres dans le contexte de ce château, dans une pièce qui est tout en noir et très scénographiée, avec des casiers, en quelque sorte, si vous voulez. On peut penser, pour certains d'entre nous qui avons connu les cages à lapins dans les poulaillers de nos grands-mères, on peut penser un peu à ça. Donc avec toute une série de conjugaisons, là encore, taxidermées, évidemment. On pense à Desrolles quand on voit ça, de ce qu'il appelle des misfits. Et vous voyez qu'il y a là des incongruités naturelles, pour le moins caractéristiques, de ces étrangetés qui n'auraient certainement pas déplu à André Breton. Alors, John Fontcuberta est un artiste très intéressant, il est catalan, c'est un photographe, mais pas que, et c'est quelqu'un qui s'invente des processus et qui invente des fictions. Et là, il a créé de toutes pièces un animal propre à cette région, le Cocatrix. Donc il y a d'abord cette page de relevé archéologique des Douves avec le squelette du Cocatrix pour justifier évidemment l'existence du Cocatrix. Et puis il y a toute une série de fioles comme cela ou de vases avec toutes sortes d'éléments organiques qui n'est pas sans référer. Autre visite que je vous recommande. Mais on est dans les cabinets de curiosité. Si vous avez l'occasion, vous allez à Saint-Maur et vous allez voir le musée Évariste Fragonard, le cousin de Jean Honoré, le peintre. Évariste, lui, c'est lui qui a inventé les écorchés pour que les étudiants en art puissent bien comprendre la mécanique des nerfs. Et le musée Évariste Fragonard à Saint-Maur, je crois pas, c'est bien Saint-Maur, oui c'est Saint-Maur, c'est à côté de l'école vétérinaire, c'est extraordinaire. Non, c'est, pardon ? Merci. J'étais en train de dire Saint-Maur 2 fois et je me suis dit, mais non. Et puis j'essaie de me persuader. Maison-Alfort, merci beaucoup, l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Pardonnez-moi, mais parfois je n'ai pas tout par cœur dans la tête. Donc voilà, Fontcuberta m'y fait penser parce qu'on est vraiment dans ce type de production artistique qui ne manque pas de nous interroger et qui, chez Évariste Fragonard, c'est des productions aussi naturelles, comme on pouvait le voir d'ailleurs dans les cabinets de curiosité du temps passé. Donc vous voyez, c'est une promenade énorme et encore, je pense que je ne vous ai même pas montré la moitié de ce que vous pourrez découvrir si vous allez à Waron ou si vous y retournez, parce que ça tourne encore, heureusement. C'est un musée vivant. Et d'une manière, je me suis dit que pour sortir de ce château, ben voilà, vous montez dans la calèche de Patrick van Kegenberg, qui est une sorte de landau pour aller, qui rappelle évidemment les moyens de transport anciens, ou alors carrément vous allez dans le parc et puis vous essayez d'aller vous asseoir sur ce balcon que crée dans le parc du château Philippe Ramette, avec cette idée évidemment d'un point de vue totalement unique sur ce merveilleux château du sieur Gouffier, qui a eu l'idée magnifique au début du XVIe siècle de consacrer à son cabinet de curiosité un véritable abri, un havre incroyable, et qui donc aujourd'hui partage le dialogue avec le patrimoine
Merci beaucoup.